Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car nous allons débriefer le nouveau patch note de ce deuxième set de Altered. Je suis accompagné du professeur Théozen. Salut Théo. Théozen, Salut excuse-moi. Mathieu. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on a beaucoup Nickel. d'informations, ils nous ont donné énormément de statistiques, ils sont revenus sur les errata qui avaient été faits lors du premier patch note. Alors pour ceux qui découvrent la vidéo et qui découvrent peut-être Altered, en gros ce qui avait été annoncé par Equinox en début d'année, c'est qu'il y aurait donc un patch note en début de saison pour équilibrer un petit peu par rapport aux data qu'ils peuvent récupérer grâce à BGA, donc Board Game Arena, si je dis pas de bêtises, qui en Ah, fait c'est une plateforme numérique et donc il y a un module BGA qui est disponible dessus. Et donc dès qu'il y a une carte ou dès qu'il y a une faction qui commence un petit peu à trop gagner ou qu'il y a des soucis, bah, ils ont des données eux et ils vont faire des errata comme ça assez régulièrement. Donc il y en a eu un avant la sortie du set 2, on en avait déjà discuté sur la chaîne. Et donc là, nous sommes rendus au deuxième set, enfin au deuxième patch de ce set-là. Ils en feront donc deux à chaque fois, s'il y a nécessité. C'est ce qu'ils avaient dit. Et donc là, on va pouvoir voir qu'il y a deux cartes qui reviennent et quelques informations sur l'avenir, entre guillemets, de l'équilibrage sur Altered. Avant de commencer tout ça, on tenait à remercier notre partenaire MaxiRev qui passe à la vitesse supérieure parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un mot, le mot MaxiCST qui s'affiche et qui est en bas de la description. Quand vous passez une commande chez MaxiRev, quand vous mettez MaxiCST, vous avez droit à 2% supplémentaire de réduction sur tout le site. Donc franchement, n'hésitez pas. Et surtout, ça nous permet à nous de montrer à MaxiRev qu'on est sérieux et que vous passez par son site. Donc franchement, si vous voulez nous soutenir et si vous appréciez MaxiRev qui fait un énorme travail, quand on voit très rapidement les commandes, franchement, moi quand je passe à chaque fois commander avec lui, 24 heures après, j'ai le colis dans la boîte aux lettres. Il propose quand même beaucoup de choses au niveau du TCG. Donc franchement, n'hésitez pas et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il a mis 15% de réduction sur tout son site. Donc si on fait 15 plus 2, vous êtes quasi à 17%. Donc franchement, ça devient très vite intéressant. Surtout qu'on sait qu'au niveau du TCG, c'est difficile des fois financièrement. Donc là, j'espère que ça pourra vous être utile. Donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu dans la première statistique qui a été plus ou moins intéressante. C'est le pourcentage de taux de victoire des personnages qui est donc vraiment basé à 100% sur BGA au niveau des stats. Et on peut voir que c'est pas si déséquilibré que ça. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais on a quand même donc non, trois c'est ça. factions avec Izmir, Bravos et Ordis qui sont plus ou moins à 20%. On en a une à 20, 19 et 18. Donc ça va plutôt. Et on a trois autres qui sont donc 15-15 pour du côté de chez Muna et Lyra, 14,5 et plus Mhm. précisément. Et Axiom qui est un petit peu Un petit peu boudé, ouais, ouais, c'est ça, un peu clairement. boudé avec 11,4%. Qu'est-ce que C'est tu en ça. penses toi de ces stats là un petit peu qu'on peut voir Mm. Bah, les stats me paraissent plutôt cohérentes. Après, des stats qui sont sortis de BGA, donc c'est peut-être pas forcément la totale réalité en tournoi. Maintenant, à voir comment ils se basent pour, enfin, qu'est-ce qui leur intéresse comme stats. Est-ce qu'ils veulent du global avec tous les joueurs du monde entier qui font pas forcément de la compétition, ou est-ce que c'est juste, ou alors ils veulent des stats plus compétitifs pour justement équilibrer en fonction de la compétition, vu qu'ils veulent axer aussi sur la compète à un moment donné. hmm. Moi, je trouve que c'est quand même assez équilibré dans le principe, même s'il y a quand même pas mal de héros boudés dans des factions. Typiquement, on regarde Waru qui est plus joué à 1% chez Ordis, Arjun qui est quasiment pas joué non plus à 1,3%, même Gulrang c'est que 3%, Traced qui est à 2%, Soubage qui est à 2%. Donc voilà, on a des héros qui sont quand même bien en dessous, mais en termes de répartition pure et dure de factions, Faction, ouais. c'est assez correct. Ouais, on est vrai que peut-être que Ordis et Izmir sont peut-être un petit peu moins présents, même Bravos au final sont peut-être un petit peu moins présents pour qu'on soit plus à 15, 15, 15, 15, 15 partout quoi. Hmm. Mais non, c'est cohérent, Après, c'est cohérent. ce qu'on peut voir surtout, c'est que Afanas, Kojo Ibuda et ainsi que Teja sont tous les trois à 10%. Et même Tout à Teja fait. est à 10,8 qui est supérieur en fait à Afanas et Kojo Ibuda. Il y a Kojo. Donc en Mhm. fait, si on prend vraiment personnage par personnage, on voit vraiment qu'il y a Sigismar bah, qui lui depuis le début du set, hein, même s'il il était représenté avant par Même Waru. avant, hein. Ouais voilà c'est ça. Même avant, depuis le début du jeu, Ordi ça a toujours dominé. Bon, il y avait Mhm. Waru, on peut voir que le nerf l'a détruit. C'est Mhm. même plus un Après, nerf. même quand il y avait Waru, Ouais. Sigisma était quand même déjà bien présent. Une fois que Waru est parti, et ça c'était bien avant le set 2, Sigisma a pris sa place. Là, Parce que malgré les nerfs Ozma et autres, enfin la suspension Ozma et autres, bah, ils sont quand même restés fort. dans le top et Ouais. tout. Ils sont quand même toujours forts. Donc il y a quelque chose à faire quand même avec Ordis, je pense. Parce qu'il y a Oui.
peut-être une trop grosse stabilité des jeux par rapport aux autres. Maintenant, Teja a son mot à dire parce que le côté d'ancrer des personnages, notamment le fuseau aussi, le fuseau qui rend coriace toutes les créatures, bah, ça peut être un gros problème pour les Afanas, pour les Sigismars, parce que du coup, ça rend la gestion plus difficile. C'est Complètement. pour ça qu'il a une petite épingle à prendre, quoi. Complètement. Après, moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que tu vois, leurs statistiques, comme tu disais en début tout à l'heure, on sait pas vraiment ce qu'ils regardent le plus, mais quand on regarde tous les gros tournois qui sont sortis récemment, bah, ceux qui gagnent à chaque fois, c'est soit Sigismar, soit Afanas. Donc en fait, même si là aujourd'hui on a des stats d'Afanas qui sont qu'à 10,3, qui sont équilibrés avec Kojo et Buddha qui est même inférieur à Teja, mais on peut voir que Teja, même si elle arrive à faire des tops, hein, c'est même pas le sujet, mais en fait on se rend compte que Afanas souvent gagne beaucoup plus que Teja. Donc même si tu as un taux de victoire plus important, bah à la fin, je pense qu'il faut aussi regarder ces tournois-là, de voir un petit peu qui gagne à la fin, et souvent bah, c'est Afanas et Sigismar qui sont... En gros, ils gagnent justement parce qu'ils ont cette stabilité de deck. En gros, Afanas va piocher énormément, Sigismar a encore les moyens de piocher, c'est capable de mettre des grosses stats des deux côtés, donc forcément ça rend les decks beaucoup plus stables sur le principe par rapport à un Kojo qui lui il a gagné de la pioche mais pas suffisamment. Il va falloir les uniques qui permettent de piocher, mais du coup il a gagné de la pioche mais il va s'épuiser quand même plus vite qu'un Afanas, qu'un Ordis. Il a pas forcément des cartes très très faibles en coup, en tout cas qui sont pas très fortes en statistiques pour contrer un peu les Ordis et les Izmir. Donc c'est le gros problème, même pour Lyra. Moi je suis fan de la faction Lyra, et le problème de Lyra c'est les cartes à trous. Si nos expéditions sortent pas, en fait c'est très instable parce que si les expéditions ne sortent pas avec les cartes qu'on a en main pour les bons biomes et autres, bah, on a forcément une stat à 0 quasiment à chaque fois, et bah il peut s'engouffrer, Afanas ou Sigismar peut s'engouffrer dedans avec une petite stat à 1 et passer quand même, quoi. Et passer quand même. Donc, et perdre c'est ça, et perdre une expédition, complètement. C'est ça. Bon, en tout cas, je trouve que de toute façon l'équilibre d'un TCG c'est toujours le truc le plus compliqué. Malgré tout, là quand on voit les stats globales en termes de factions, on parle bien de factions, même si ça règle pas le problème, c'est un peu se mettre des œillères sur les vrais sujets. Mais en termes de factions, je trouve que c'est pas déconnant. Comme je l'ai dit, à part Axiom qui est peut-être un petit peu en retard, ou des Izmir, Bravos et Ordis qui devraient être un tout petit peu plus faibles, parce que l'idéal dans cet équilibre-là, c'est que tout le monde soit à 15%. Bon, on peut voir qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et Axiom, je pense que le Havre a aussi pas mal scellé. Notamment Trace, parce qu'elle était souvent jouée dans Trace ou sous Bash, mais Sierra n'a pas besoin. Moi je pense que Sierra est sous-estimée personnellement, parce que je l'ai joué dans un tournoi à Villepinte justement, et je trouve que ça a ses armes contre Ordis, parce que ça met des grosses stats aussi. Contre Afanas c'est plus dur, parce qu'il y a de la gestion et autres, donc c'est quand même plus dur, mais Sierra est, je pense, beaucoup sous-estimée. Ah oui, mais complètement. Moi, j'ai fait beaucoup de parties sur BGA, pas tant que ça, hein. Mais sur BGA, là, sur les dernières semaines que j'ai joué, je suis tombé sur 2-3 Sierra qui m'ont mis des belles fessées. Donc, non, ça peut faire extrêmement mal. Donc voilà, un petit peu. Alors, on continue l'article. Hein, il nous présente donc les 6 cartes les plus jouées. Et on peut voir qu'il y a donc 2 nouvelles cartes qui rentrent dans ce pool très restreint, avec la livraison gelée. Donc qui permettait de faire un rafraîchissement, en fait, enfin un ravitaillement qui arrivait rafraîchi. Donc ce qui fait qu'elle était sur le côté, que tu ne pouvais pas la jouer 2 fois de suite pour 1, ce qui était déjà très fort, ce qui ça fait aussi office d'après vous. En jouant une carte à 1, tu la joues, tu vois un peu ce que ton adversaire joue, ça te permet, et ces cartes-là sont super importantes sur... Ouais. Et elle est très jouée aussi parce qu'il y a le Nilam qui est arrivé chez Axiom, et le Nilam dit qu'à chaque fois qu'on épuise une carte en réserve, on peut incliner et créer une 2/2. Donc en fait, si on a le Nilam en place et qu'on joue la livraison gelée, comme la livraison gelée va en réserve épuisée, on peut activer le Nilam. Donc en fait, pour un, on ravitaille et potentiellement on peut créer une 2/2. Donc c'est pour ça que cette carte-là est très jouée. Parce que ça fait quand même des stats, donc on perd pas le tempo de stats, on met 2/2 de stats, on ravitaille une carte, donc on voit une carte de plus dans notre deck, donc c'est pour ça qu'elle est très forte. Donc après il y a Sieringar qui a été pas mal joué parce que justement il permet à Bravos de pouvoir piocher, parce qu'en plus quand il a Fugace, si tu le joues avec le lait sur une expédition, ce qui fait qu'il gagne le boost plus Fugace, donc ce qui fait qu'à la fin tu pioches, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Bravos, le souci qu'il a actuellement c'est qu'il lui manque un petit peu de pioche, parce que souvent il s'épuise très vite. Bravos. Totalement. Donc là, cette carte-là, qu'elle soit rentrée dans les decks Bravos, c'est complètement normal parce que ça répond justement à une problématique de Bravos. De pioche, exactement. Et après, bon, on a Hathor, hein, le druide, l'entraînement à l'esprit d'équipe, et Zou, qu'on ne présente plus, hein, qui sont des cartes quand même assez fortes, hein, surtout Zou, du côté de chez Izmir, qui est quand même très forte, et même l'entraînement d'esprit d'équipe, elle est incroyable. Mais des très bons contrôles. Ah ouais, elle est incroyable.
Parce qu'elle permet, donc je le précise, hein, de renvoyer un personnage avec un coup de main X ou moins, et X c'est le nombre de personnages que vous contrôlez. Et donc en fait avec Sigismar, souvent vous avez plusieurs tokens que vous pouvez créer. Donc très vite vous pouvez enlever une créature qui coûte peut-être 4-5 à votre adversaire, parce que d'avoir 3-4 tokens dans votre sur votre terrain, c'est strictement le minimum que quasi sur un bon tour que vous pouvez avoir. Donc ça peut aller très vite d'enlever des grosses cartes à votre adversaire, et là ça peut lui faire très mal, parce que si votre adversaire lui joue une carte à 5 à un perso à 5 et que vous lui enlevez avec entraînement magique, bah vous faites un game advantage, enfin une plus-value de 3 en mana, et ça fait quand même sacrément la diff quoi. Et c'est ça, et puis de base, Sigismar par exemple a un jeton, donc il peut déjà enlever une carte à 1 enfin, de base. Ça gère les tokens, parce que même s'il a 0 créature, un token c'est un coup de main de 0, donc on peut gérer un token. Donc ça, c'est une carte très très forte dans tous les cas, ouais. Ouais, complètement. Après, alors, ils nous ont présenté un nouveau système. Alors si on peut juste, si je peux juste revenir sur le... Non, c'est pas grave. C'est que là, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils nous ont pas présenté les cartes rares les plus jouées. Parce que oui, les communes, c'est bien, mais ok, on voit que le zoo est bien joué. La Hathor, un peu mitigé, parce que je pense qu'il y a des communes peut-être un peu mieux que ça, comme la Martingale. Je me demande si elle n'est pas jouée partout. Mais en fait, c'est des communes. Des communes, voilà, il y en a pas il y en a moins que les rares déjà de base, mais les rares, ils ne ont pas présenté les rares les plus joués. Ça, je trouve ça dommage. Ouais, c'est peut-être pour le prochain article. Je sais pas pourquoi ils ont pas donné plus de data. C'est vrai que là, en plus, tu fais une grosse, entre guillemets, entre le 31 janvier et le 21 mars, t'as quand même beaucoup de data. C'est dommage de pas préciser, c'est vrai, cette information-là. Donc ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et donc là, ils ont présenté donc un nouveau système qui est la watchlist. Donc en gros, qu'est-ce que c'est très rapidement? Ce sera, ouais, c'est ça. Ce sera les cartes à surveiller. En fait, vous allez voir à la fin de l'article, il y a 3 cartes qui vont rentrer dans cette watchlist. Et ils s'offrent la possibilité de soit ne rien faire avec ces cartes-là. En fait, c'est juste en gros de dire attention, ces cartes-là, elles sont sous notre viseur, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, ça permet d'avoir, imaginons qu'on avait des cartes qui étaient uniques, bon, on aurait pu se dire, attends, je vais pas les acheter. Imaginons que tu vas acheter une unique qui fait partie de la watchlist, tu vas dire, je vais attendre le prochain patch avant d'y aller. Donc je trouve que c'est pas trop mal, c'est un peu un warning, quoi. C'est déjà, attention, ces cartes-là, elles sont problématiques. Mais ils s'offrent la possibilité de soit ne rien faire, ils surveillent. En gros, ils disent, ok, ces cartes-là sont un peu problématiques, on va voir ce que ça donne. Soit leur stat leur donne pas raison et ils les sortent. Soit ils les erratent s'ils peuvent trouver un errata, soit ils les bannent. Donc en fait, si elles sont dans la watchlist, c'est vraiment un warning, mais il est possible que certaines cartes aillent dans la watchlist et ne sortent en mode tranquille, ou d'autres qui iront dans la banlist. C'est ça, en gros, ils veulent juste dire, ouais, on est conscient que cette carte-là peut être problématique. Maintenant, on veut voir si avec les prochains sets, avec nos tests à nous, etc., si c'est vraiment problématique pour la suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que et il y en a beaucoup, pour avoir vu le patch note, qui râlent sur le moment, mais nous, on a une vision à court terme, étant donné qu'on ne voit que le set 2. On n'a pas encore de reveal de set 3. Eux, ils ont déjà peut-être d'avance quasiment. Ouais. Donc, en fait, ils voient déjà dans le futur, ils se disent, ok, cette carte-là, elle est forte maintenant, mais peut-être que dans le futur, il y aura moyen de la contrer, ce que vous ne le savez pas encore, donc on ne peut pas vous le dire. C'est vrai, et surtout... Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Et surtout que eux, ils peuvent pas s'amuser non plus à errater, comme tu le dis, plein de cartes. Alors que s'ils savent que dans un mois ou deux, la carte va être un peu plus stable, ou du moins la faction va être un peu plus stable, bah, ce qui fait que ton errata ou ton ban n'aura peut-être pas d'intérêt de le faire. Là, s'ils regardent ces cartes-là, c'est comme tu dis, c'est qu'ils ont une vision sur le long terme. Donc ils se disent, c'est pas impossible que dans le long terme, ces cartes-là posent problème parce que justement, je dis une bêtise, hein, mais on va le voir après, il y a certaines cartes qui réagissent par rapport aux sorts, par exemple, bah automatiquement, s'il y a beaucoup de nouveaux sorts qui vont sortir, qui sont intéressants, qui combattent avec ce personnage-là, ils le savent déjà, donc ils se disent, ok, il va y avoir un problème. Donc c'est pas impossible qu'au début du patch 3, enfin du 7.3, c'est pas possible qu'ils disent, bon bah ces cartes-là, on la banne parce qu'il y a trop de bons sorts qui vont arriver après, et on va la dégager, enfin on va en parler juste après, mais le mage danseur fait partie de ça. Donc, après, ce qu'ils peuvent faire justement au lieu d'errater, et ça à voir s'ils vont oser le faire ou pas, c'est de suspendre la carte si elle est vraiment trop forte, de dire on suspend la carte et on annonce ok, on la suspend jusqu'au 7 machin parce qu'on sait qu'à ce 7 là elle sera moins forte, elle sera plus équilibrée, et sans la toucher. Maintenant ça sera à eux de voir s'ils veulent le communiquer ou pas. C'est vrai. Là ça sera autre chose, mais en fait l'avantage qu'ils se sont autorisés les suspensions temporaires, bah, ça offre une opportunité de dire ok, cette carte là elle est forte maintenant, on le sait, on la banne temporairement, elle sera libérée à un moment donné. C'est ça, ouais, complètement. Ce qui fait que les gens qui ont pu peut-être payer des uniques ou autres
qui peuvent plus les jouer, c'est pas impossible que le set d'après ils peuvent la rejouer. Donc oui, c'est chiant en tant que joueur de se retrouver bloqué pendant 4-5 mois avec une carte que tu peux pas jouer, mais si elle revient juste après, bon, c'est pas non plus. Enfin, je dis pas que c'est idéal, mais c'est moins contraignant que de se retrouver avec une carte qui est bannie, comme certaines uniques du set 2 qui n'ont pas pu être jouées parce qu'elles ont été bannies avant même le début du set. Donc là, je t'avoue, ça fait un peu plus, chier. On attaque avec les 2 cartes qui avaient été suspendues, qui étaient Ozma. Parce que Ozma, en fait, le problème d'Ozma, c'est qu'elle faisait piocher du côté de chez Ordis, et que c'était beaucoup trop fort. Donc son pouvoir, c'était que si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, piochez une carte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de chez Sigismar, d'avoir des tokens, c'est super rapide. Donc d'avoir ces 3 personnages-là, c'est une condition qui était ultra facile. Donc c'est pour ça qu'il l'avait supprimé. Maintenant, ils font un errata, qui est pas non plus. Je trouve pas que ça va. Enfin. C'est pas non plus le même, mais quasi, parce qu'en gros, maintenant, vous piochez pas, vous faites un ravitaillement. Ouais. Donc, vous avez quand même, entre guillemets, une plus-value, entre guillemets, de la jouer, mais, entre guillemets, ta carte que tu as ravitaillée, elle va directement avoir fugace quand tu vas la jouer, parce qu'elle vient de ta réserve. Donc, c'est un carte avantage, mais pas aussi important que quand tu piochais. Tu le réduis, totalement. Mais tu l'interdis plus, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, pour moi, le problème d'Ozma initialement, c'est que déjà la commune a pioche. Déjà de base en effet flèche et 2 fois. Donc du coup, c'est en effet flèche. Là où par exemple, si on la compare un peu à Baba Yaga coûte 3, à pioche en effet main et pas en effet flèche. Oui. Donc c'est qu'une seule fois. Donc déjà, le problème que ça pioche 2 fois, c'est compliqué. La Ozma était très forte pour un Sigismar, parce que Sigismar a un jeton naturel. Pour peu que tu joues un cadet Ordis qui va pour 2, qui va te ramener un autre jeton et une créature, donc tu as déjà tes 3 créatures. Et donc pour 4 de mana, tu pioches une carte. Donc c'était très facile à faire. Mais par contre, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Par exemple, je pense à Gulrang, c'est beaucoup plus compliqué pour Gulrang. C'était facile avec Waru avant les ratas. Maintenant qu'ils ne plus le jeton, c'est beaucoup moins facile aussi. Donc, est-ce que le problème, c'est pas plutôt Sigismar qui a trop de facilité à piocher? Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu la problématique dans toutes les factions. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un héros qui est fort parce que son pouvoir de base est fort par rapport aux autres. Comme Afanas, qui est plus fort qu'Akesha, qui met un boost constamment. C'est ça. C'est peut-être ça le problème, c'est peut-être qu'il y a des héros trop forts par faction et que peu importe ce qu'on fait avec cette carte-là, tel héros le fera mieux. Parce qu'il est plus fort naturellement. Oui. Il y a peut-être ça aussi. Maintenant, le fait que ça soit ravitaillement. Moi, le problème que j'ai avec cette errata-là, c'est qu'ils ont laissé sur la commune. Ah oui. Ça aurait pu être un effet main de la commune et un effet flèche pour la rare, par exemple. Mais ils ont laissé sur la commune un effet flèche, donc ça fait quand même de la plus-value. Donc, de toute façon, quitte à choisir une carte, la commune sera jouée. En fait, c'est ça. Plus que la rare. C'est qu'en fait, la commune, alors oui, t'as 2 stats en moins, t'es une 1-2-1 au lieu d'une 2-2-2, donc oui, automatiquement, c'est intéressant. Mais en fait, tu t'en fous de la stat, c'est toujours important, je dis pas le contraire. Mais en fait, concrètement, le fait de pouvoir ravitailler, la commune suffit largement, en fait, l'effet est le même. Alors, je suis d'accord avec toi, le fait de le mettre en main pour la commune aurait pu être un petit errata supplémentaire qui aurait pu être plus important, plus intéressant, ce qui fait que ça a obligé les gens à jouer la version rare. Si tu voulais le faire pas des 2 forcément cartes. obligé, mais en tout cas, il se posait la question de savoir si vous voulez la jouer en rare ou en commune. C'est ça, parce que là, tu libères des slots de rare, en fait, en gros. Et c'est... Bon, c'est à voir, mais ouais, bon, c'est pas non plus... C'est pas dingue. Et voilà, et du coup, donc voilà, donc on a ça, on peut toujours jouer ça à Baba Yaga, et la chose aussi, c'est que on l'a vu avec la suspension, c'est qu'Ordis est resté dans le top sans Ozma, donc... Au final, on se rend compte qu'Ozma, c'est pas forcément le problème, étant donné qu'ils ont trouvé des moyens de contournement de ça. Donc, ouais, est-ce que c'est vraiment un bon errata? Je pense que ça ne changera rien vis-à-vis d'Ordis. Et voire même, la seule chose que ça peut faire, c'est peut-être orienter des constructions de deck un peu différemment en mettant des effets de support pour pouvoir justement profiter du ravitaillement d'Ozma si on a un effet de support intéressant. Typiquement, je pense à Ebenezer Scrooge qui est en dehors de la réserve. Je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà. Donc ça peut faire des constructions un peu différentes et ouvrir d'autres possibilités de construction, mais du coup ça changera pas grand chose, je pense, sur la puissance de Sigismar. Au contraire, ça va peut-être même leur apporter une autre stabilité qui peut avoir du ravitaillement en plus, quoi. Ça l'arrange plus qu'autre chose, quoi. Ça change rien, mais ça peut l'arranger en fait. C'est ça. Et puis après, bon, là mon cœur de Trèche est revenu. Je me suis dit, ah c'est cool, ils ont ramené le Havre, moi qui ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps quand ils l'ont banni. Bon, maintenant la nouvelle version, je suis pas convaincu. La nouvelle version, c'est que le prochain personnage que vous jouez depuis votre réserve, ce tour-ci gagne un boost. Donc en fait, avant, tous tes personnages gagnaient un boost. Là, tu vas devoir épuiser ton permanent pour pouvoir booster.
C'est ce qu'on disait avant la vidéo, et tu avais complètement raison. C'est qu'avant, le Havre était fort, que ce soit en début, en milieu ou en fin de game. C'était toujours important, ce petit boost était super fort. Là, avec ce nouveau, avec cette nouvelle version, en gros, ta carte va être intéressante en début ou milieu de game, mais elle le sera moins en fin de game. Parce que en fin de game, ton boost, ton simple boost, en fait, ça va pas être game changer Game de changer, ouf, hein. ouais, exactement. Donc là, ça va être en début de game, ça va être intéressant, parce que ce petit boost va te permettre de pouvoir entre guillemets, peut-être de faire match nul ou de pouvoir gagner certaines expéditions. Mais après, en fin de game, ça va être un peu moins intéressant, parce que tu vas devoir choisir à qui tu donnes le boost. C'est ça. Est-ce que ça va vraiment changer et... grand-chose du côté de chez Axiom, cette carte-là? Je pense pas que ça fasse revenir Trest énormément. Je pense que ça va quand même les faire revenir à jouer, parce que ça leur donne un early plus fort, et après derrière, ça sera un Trest. Parce que là, le problème qu'on avait avec le Havre avant, c'est que pour moi, le Havre, une fois qu'il était en place, c'est un peu comme un Afanas. C'est-à-dire que Trest, de toute façon, il met que des cartes en réserve, il joue que des cartes en réserve. Donc après, c'était un boost, plus un boost, plus un boost, plus un boost. Et à la fin de la partie, Trest, il joue pas une carte, il en joue 50. Et donc c'est compliqué, parce que c'est que des cartes qui coûtent pas cher, donc ça met plein de boosts de partout. Et les mecs en face qui, eux, se déchirent pour avoir quelques cartes avec des coups de 3, de 4, pour essayer d'avoir des boosts et égaliser les stats, c'est hyper compliqué. Donc c'était trop facile de se setup en début de partie pour gagner en fin de partie avec ça, sans forcément perdre leur lit, très rarement. Là où avec ça, tu vas devoir penser ton deck build, je pense, un peu plus différemment. Peut-être te setup avec ça au début pour faire cycler ton deck via le ravitaillement et gagner ce petit boost en plus en début de partie pour essayer de gagner, matcher les expéditions. Pour à la fin, peut-être te setup avec une ruche, et donc tu vas plutôt jouer sur la ruche, peut-être un Nilam ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais tu vas pouvoir jouer avec d'autres trucs à côté pour viser le late game. Ou alors ça sera une faction qui sera très aggro, comme un peu Kojo et Buddha, ou si jamais la partie dure trop longtemps, malheureusement ils ont moins de force en fin de partie, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pas plus mal, parce que le problème des factions qui dominent à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont fortes en début, milieu, fin de partie, alors que y en a d'autres qui vont être fortes en fin de partie. Je pense à Tsadi typiquement, qui a besoin de ce setup, mais le problème c'est que c'est trop lent dans la méta actuelle, vu que les gens sont forts dès le début, ils vont prendre trop d'avance et tu pourras jamais rattraper. Gulrang, c'est un peu pareil. Le problème c'est ça, c'est que on a une méta qui est très agressif, et il y a que les decks qui sont un peu aggro qui s'en sortent. C'est pour ça que les Kojo sont très joués, je pense, aussi. C'est vrai. Et malheureusement, ce Havre-là, dans cette méta actuelle, je pense pas qu'il changera beaucoup, mais il peut apporter un boost de début de partie, et donc d'agressivité en début de partie. Ok. Juste pour moi, est-ce que quand tu regardes les stats de là ici, quand tu regardes le diagramme là ici, le camembert, on va dire, quand tu vois les stats, est-ce que à un moment donné tu te dis pas, vas-y, je laisse le Havre tel qu'il était à l'époque, parce que les stats de Axiom sont pas si hautes que ça. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas rendre les cartes moins fortes, plus fortes pour les factions qui sont les moins jouées, pour justement rééquilibrer le débat. Mais là, du côté de chez Axiom, vraiment, je me dis, vu que c'est c'est la faction quasi la plus boudée à l'heure actuelle quand on regarde les stats, vraiment, il y a quasi 10% d'écart avec Izmir ou avec Bravos. Je me dis, pourquoi leur avoir enlevé l'une des seules cartes qui était... c'est pas la seule carte qui est forte, hein, je vais exagérer quand je dis ça, mais vraiment, comme tu l'as dit, qui était forte en début, milieu ou fin de game. C'est dommage de leur enlever la puissance du fin de game, parce que comme on l'a dit, je pense pas que ça va changer grand chose. Et je suis sûr qu'à la fin du set 2, le diagramme, j'ai appelé ça un diagramme, mais le camembert, je suis pas sûr qu'il va changer grand chose, et que Axiom sera toujours boudé et qu'il dépassera peut-être pas les 15%, comme ça a pu être espéré. Je me pose la question pourquoi. C'est une question entre guillemets où on n'a pas la réponse. Mais je me dis, tiens, pourquoi ne pas avoir laissé la carte telle qu'elle quand tu vois la stat où tu vois ton Axiom et qui est un peu plus faible que les autres? Pourquoi ne pas l'avoir laissé avec une petite carte forte? Alors, le truc, ça c'était un peu avec le 7-1. Alors, j'ai pas la vision vis-à-vis du 7-2. Ouais. Mais en gros, au 7-1, on savait que si Waru était nerf, Trest allait être dans les tops, parce que Trest c'est très très fort et c'était contré par Waru. À cause de son Robin des Bois essentiellement, et à d'autres choses. Et notamment les Hexacoal, pardon, qui, quand tu ravitailles, Quand tu endormissais, c'est un bureaucrate, ouais, c'est ça. Donc c'était très problématique, mais du coup, d'une fois que Poirot est parti, on savait que Trest allait être forte, et donc c'est pour ça que je pense que le Havre a été ciblé. Ciblé, ok. Parce que Trest est très très forte avec le... En fait, Trest profite beaucoup trop du Havre par rapport aux autres.
Typiquement, Ok. Soubash, il peut mettre une carte en réserve et pour pouvoir la jouer de la réserve et gagner son petit boost, mais il va pas mettre des tonnes de cartes en réserve. Là où Traced, elle a son pouvoir qui de base pioche mais une carte en réserve, elle va jouer beaucoup de cartes pas chères qui vont mettre des cartes en réserve et Hmm, ravitailler pas mal, et du coup ça lui a avantagé énormément. énormément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On termine la vidéo avec les cartes qui sont dans le viseur un petit peu de chez Equinox. Et pour le coup, alors je le dis rapidement, mais toutes les uniques pour l'instant n'ont pas de changement, elles sont toujours bannies. Le vrai sujet pour l'instant, ça reste pour la méduse lunaire. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon errata. Et donc pour Mhm. l'instant, ils n'ont pas libéré les autres cartes qui étaient l'armure de la fonderie, Guerrish et le bretteur honoré. Donc En ça gros, ce qu'ils disent, devrait. c'est ils ont trouvé des errata, ils sont en train de les tester avant de les C'est remettre à ça, disposition les cartes. exactement. Donc Alors elles les vont ca- certainement revenir, Oui, mais mais faut comment? attendre. C'est ça. Maintenant, les cartes qui sont dans la watchlist, entre guillemets, ben, c'est que du côté de chez Izmir, hein. On attaque avec Petit Pas Ouais. Bon de Géant, qui, je le rappelle, en fait, vous fait avancer d'une expédition pour 6. C'est un sort. Et clairement, du côté de chez Izmir, bah, le jeu de Izmir, c'est d'avancer très vite au départ, comme tu l'as dit, d'être très agressif. Et après, Mhm. de gérer, de toujours prendre une expédition ou deux. Et dès que tu as des deux personnages qui sont l'une en face de l'autre, ta partie est déjà terminée, c'est-à-dire que ton adversaire peut faire ce qu'il veut. En fait, il peut Mhm. mettre égalité avec toi, tu t'en moques un peu, parce que tu joues cette carte-là, et c'est la fin de la partie instantanément. Donc c'est ce qui rend la carte, je pense, frustrante. C'est Ouais, que... en fait, on peut pas réagir. C'est Toutes ça, les autres cartes qui font avancer une expédition de plus ou gratuitement, bah, il y a un temps de réaction. En fait, on a le temps de réagir au moment où on voit la carte. c'est ça. Donc, on a le temps de se préparer, de voir des choses. Après, il faut avoir. L'autre question, c'est avoir les gestions en main. Là, C'est le truc, ça. c'est que même si tu as des choses en main, tu ne peux rien faire. Non. Si tu es collé, il va avancer, fin de la partie instantanément. Mm. Et en plus, Et- et ce qui est frustrant, c'est que quand t'es, par exemple, si deux personnes dans le petit pas, ils sont tous les deux collés, bah, c'est le premier joueur qui aura la main C'est pour ça. gagner la partie. Et Exactement, c'est donc, celui c'est dépendant qui... d'être premier ou deuxième jour en plus, Ouais, quoi. exactement. Mais moi, vraiment, je le vois, hein, c'est que quand je joue contre un Afanas, les débuts de game, il me gère beaucoup, donc ce qui fait qu'il prend de l'avance. Après, j'arrive à un peu Mhm. équilibrer et à me resituer par rapport à lui. Mais en fait, eh ben, il joue son petit pas bon de géant, là où il a une main plus ou moins vide, où je me dis, s'il avait pas ces cartes-là, je pense que, avec un ou deux tours de plus, je pense que je peux gagner la partie. Et donc, il y a ce côté Mhm. frustrant de dire, merde, je peux rien faire. Et je compare avec le festival Lyra, qui te dit clairement, quand un mec a ancré, endormi et... Enfin, pas le même mec, hein, mais ancré, endormi et fugace, je gagne la partie. Mais sauf que ça te laisse tout ton tour de le faire. C'est pas tout de suite, Mhm. c'est pas instantanément. Et donc, ce qui te permet, comme tu dis, de pouvoir gérer, donc de moins avoir le côté frustrant. Tu sais ce qui arrive, donc ce qui fait que tu peux l'anticiper. Tu peux le Mhm. gérer si t'as si t'as les cartes en main. Bon, si t'as pas les cartes en main, t'as perdu. Mais au moins, si t'as les cartes en main, t'as pas la frustration de te dire, putain, mais il a gagné. Mhm. T'as ce côté frustrant. Donc, je comprends C'est ça. qu'ils le mettent Il dans les la. surveille, voilà. En fait, c'est le côté, ouais, c'est vraiment le côté frustration qui plus que le côté puissance de la carte, parce que Non, c'est la ça. carte en soi n'est pas si forte que ça par rapport à si on prend Akesha ou Lindy, c'est pas les decks les plus représentés. Lindy, ça commence à être pas mal fort, mais c'est pas la carte qui rend le jeu puissant. Hmm, C'est juste une carte frustrante parce que tu ne peux pas réagir. Là où c'est fort avec Afanas, c'est qu'Afanas, il est capable de mettre des stats et donc de faire du 1 pour 1 tout le monde de la game. Il va te gérer ton board, il va avoir un mage danseur ou d'autres cartes qui vont être boostées aux hormones, et du coup, il va quand même avancer, peu importe ce que tu fais. Et en fait, après, il va juste terminer au petit pas bon de géant. hmm. Mais le petit pas bon de géant n'est pas une carte surpuissante non plus. Non, non, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Et après, on a les deux cartes qui sont pour moi un peu ensemble, hein. C'est Mhm. main tendue et mage danseur du Kadija, excuse-moi. Dans le sens où le mage danseur, en fait, il est très fort parce que dès lors qu'il a des boosts, il te fait piocher. C'est 4 boosts sur Mhm. lui. Et le main tendue te fait perdre. Trois boosts sur lui. Ouais, c'est ça. Il te donne le boost et en plus de ça, il te fait perdre le fugace. Ouais, en Et gros, la combo mage danseur main tendue, c'est qu'en fait, avec 2 de mana, potentiellement, ouais, parce que tu vas jouer de 1 de la réserve ton mage danseur et de 1 de la main ta main donc tendue, c'est ta ça. créature sera 4-4-4 et à la fin du tour, elle se fait piocher. Exactement. Et en plus de ça, elle a pas Donc, fugace. Donc, et en plus, elle a pas de fugace, donc elle va revenir et tu vas c'est refaire ça. la même chose au Et tour ça va d'après. s'enchaîner. Donc les deux ensemble, ouais, je comprends qu'elles Ouais. soient Mais pour dans le moi, la viseur. problématique, c'est plus le mage danseur Que la main que la tendue. main tendue. Ouais, c'est possible. Le mage danseur devient vite trop fort ou alors il est trop facile de piocher avec. Donc il y a une des choses en trop. Pour moi, c'est soit le boost du mage danseur automatique quand tu lances un sort qui est trop, enfin qui est présent mais qui est en trop, soit le fait qu'elle pioche qui est en trop.
Oui, mais en fait, je pense qu'il y avait pas, enfin, il y avait toujours toutes ces cartes-là, mais quand tu vois que franchement, à Fanas, je joue contre des mecs qui ont des mains à la fin de la partie, limite de 15 cartes, et là tu te dis, toi t'es avec 2 cartes dans ta main, tu te dis, mais comment t'as fait pour Ça pioche piocher? beaucoup. Ouais, ça pioche énormément. Ça pioche beaucoup trop. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Mage Danseur et main tendue, ça va faire la combo au moins 2 fois si tu remontes pas ta main tendue en main, parce que tu l'auras en réserve au tour d'après. Ouais. Donc ça veut dire que ton mage, tu vas le faire au moins 2 fois, donc tu vas piocher 2 cartes, plus après tes entraînements magiques Magique. qui font piocher une carte, les Baba Yaga qui font piocher une carte. Maintenant, ça joue beaucoup aussi avec le saut de conjuration qui fait piocher 2 cartes. Ouais, c'est ça. Qui, comme c'est un sort, va booster une créature si t'as une créature en place. Si t'as le mage danseur, ton mage danseur va prendre 2 boosts potentiellement. C'est ça. En fait, c'est trop fort. En fait, avec des petites cartes, on te met des stats pas possibles sur une créature. Et c'est énorme en fait. Et comme tu l'as dit, la Baba Yaga, qui elle aussi, comme on l'a dit, dans le côté Sigismar aussi, mais elle est en version transfuge du côté de chez Izmir, qui permet de piocher. D'ailleurs, c'est Baba Yaga et Procuratrice qui sont surveillés. Donc encore de la pioche qui est surveillée chez Ordis, et uniquement Ordis pour le coup. Pour le coup, mais c'est... Oui, c'est vrai que je parle de chez Izmir, mais c'est vraiment du côté Ordis. La pioche. Mais bon, malgré tout, tu vois, ils remettent Ozma sur le terrain, donc... c'est qu'ils estiment que la pioche n'est peut-être pas encore assez problématique du côté de chez Ordis. En gros, ils le disent dans le texte, c'est qu'en gros, malgré le départ d'Ozma, ils peuvent encore jouer des cartes pas chères qui permettent de piocher, donc d'avoir une stabilité, en gros. Et la Baba Yaga, c'est celle qui est la plus jouée, enfin, clairement, enfin, le Procuratrice aussi, mais Baba Yaga, elle est vraiment partout, même du côté de chez Izmir, c'est même comme ça que je la joue moi en version transfuge. Elle permet de piocher, et c'est super fort. C'est super fort. Et donc après, les uniques aux capacités répétées qui ont été rajoutées, donc c'est tout ce qui est production de jetons, les ancrages multiples et les boucles de ravitaillement qui sont surveillées. Donc voilà. C'est ça. Et après, ils terminent l'article avec leur compensation qui n'est pas encore définie, mais ils disent qu'il y a quelque chose qui sera mis en place. Toutes les solutions que nous mettons en place vous seront bien entendu rétroactives et qui nous en tiendront au courant le plus vite possible. Bien évidemment, on pense au print on demand qui va bientôt arriver. Et je pense que... alors, je sais pas comment ils vont faire, mais peut-être que quand les gens vont commander la première commande... Moi, je vois ça comme ça, mais genre, dès que tu fais une première commande, automatiquement, à l'intérieur, quand ce sera ta première commande, peut-être qu'il y aura toutes les cartes erratées qui seront intégrées dans ta première commande, gratuitement. Comme ça fait un envoi groupé. Mais je pense que si toi, demain, tu fais pas de print on demand, je pense pas que tu vas recevoir gratuitement les cartes. Je pense que c'est vraiment actionné dès la première commande. Logistiquement parlant, je pense que c'est comme ça que je ferais moi si j'étais à leur place, ou peut-être d'envoyer des kits peut-être aux boutiques. Ils peuvent aussi faire ça, de faire une grosse impression de cartes comme ça et de l'envoyer aux boutiques pour dire bah voilà, vous en avez un stock. Je sais pas s'ils pourront le faire ou pas, je sais pas dans quelle mesure ils pourront le faire, mais je pense ça ferait beaucoup pour les de dire on envoie un stock aux boutiques déjà qu'ils ont du mal des fois à fournir en quantité ou autre, alors autant ne pas trop blinder la fine impression des print on demand. Je sais pas du tout. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour le coup, au niveau des boutiques, le fait que les gens, peut-être s'ils font pas de print on demand, le fait de passer par ta boutique et te dire que ta boutique, je peux le faire pour toi ou autre, ou même pour les boutiques, peut-être que ce soit gratuit éternellement, peut-être qu'il y a des comptes boutiques qui pourront peut-être commander rapidement des cartes et d'avoir des kits, des errata gratuitement, c'est peut-être aussi une solution, je pense, pour pouvoir compenser les joueurs. Et d'aider aussi le jeu à se développer. Parce que quand t'as un gars qui va arriver, qui est pas au courant, qui joue un deck et qui se rend compte que son deck il est complètement entre guillemets banlisté ou erraté, et qui joue pas avec les bonnes cartes, ça peut être aussi frustrant, je pense, pour des joueurs occasionnels. Peut-être qu'ils sont pas aussi assidus que nous à suivre toute l'actualité. Je pense que ça peut être aussi un frein pour le jeu. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Là, on a parlé. Là, on a donné notre avis. Mais dites-nous, en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis sur ça, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'avis très très mitigés, même très salés. Donnez vos avis en restant respectueux quand même, parce qu'ils font un taf, c'est un métier, et l'équilibrage est pas simple, vraiment pas simple. Donc j'ai déjà vu des commentaires passer dans certains lives et autres, et restez respectueux envers eux. Ils font un taf, ils font leur taf. Maintenant ils sont pas des milliers à pouvoir tester les jeux chez eux, donc ils font comme ils peuvent. Exactement. Mais toujours dans la bienveillance, mais de toute façon sur la chaîne des cartes sur table, les gens à chaque fois, ils sont salés. Certains ont été salés sur le set lors du premier errata, premier patch, mais ils ont toujours été entre guillemets assez corrects dans leurs propos. Donc je fais confiance encore une fois à la communauté. Je remercie encore une fois professeur Théozen. Je vais t'appeler comme ça tout le temps. Je trouve que ça te va super bien pour toutes tes explications et tes clarifications sur le patch note. Et on se retrouve
À très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne secondaire, la chaîne des duels, où on fait aussi un peu plus de altered, que ce soit en live sur BGA ou des petits duels comme ça qu'on va vous proposer régulièrement. Ça va revenir un peu plus, de manière un peu plus Un peu plus importante, souvent. ouais, un peu plus souvent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On approche bientôt des 1000 abonnés sur la chaîne des duels, donc c'est plutôt Wouhou. une, ouais, c'est super cool. Et les 10 000 bien évidemment sur la chaîne principale, mais Et ça, tout le monde est au faut cliquer, faut courant. cliquer, faut s'abonner. Ouais, c'est ça, faut cliquer, faut cliquer. Un grand merci à tous et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao.